et à tous. Alors, quelques petits soucis techniques nous ont empêchés de démarrer à l'heure. Je suis vraiment navrée de commencer avec autant de retard, mais parfois les aléas de la technologie nous empêchent de faire, d'utiliser en tout cas cet outil. C'est quand même formidable, mais parfois quelques petits problèmes de technologie. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour ce webinaire sur la transition écologique. N'hésitez pas à nous dire d'où vous venez, qui vous êtes dans le chat prévu à cet effet, et n'hésitez pas à poser également vos questions dans l'onglet qui est dédié. J'imagine qu'elles sont nombreuses sur ce thème, donc vraiment n'hésitez pas. Je vous propose qu'on n'attende pas parce qu'on a déjà un peu parlé. Je commence par l'introduction de cette conférence. Si Julien, donc Julien est bien avec nous. Il a simplement quelques aussi lui problèmes technologiques de son côté, mais il est bien avec nous et il essaye de régler en même temps tout ça. Donc la transition écologique, on le sait, c'est un enjeu majeur pour tous les territoires. Et les propositions aujourd'hui ne manquent pas. On le voit avec les 146 propositions de la Convention citoyenne pour le climat qui ont été retenues par le président de la République. Et la commune a un rôle déterminant dans la transition écologique pour porter des sujets précis, réalistes et inclusifs. Elle doit être du coup une opportunité pour tous et elle peut être un levier de développement socio-économique des territoires. Cette écologie-là, elle associe les citoyens, les entreprises, les associations pour relever à la fois les défis de transition énergétique, faire évoluer nos modes de transport, de consommation au quotidien, mais également de production. Et quoi de mieux pour en parler aujourd'hui que de recevoir, comme depuis le début de ces conférences, des acteurs de terrain, à la fois des élus et des acteurs engagés, à la fois professionnellement et dans leurs engagements associatifs, donc des acteurs de terrain pleinement engagés sur ces enjeux pour évoquer avec nous ce soir les outils mobilisables par les élus au quotidien. Donc avec moi, je suis ravie de recevoir Sandrine Cosra et Julien Marchal. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Je sais que la journée est également chargée pour vous. Je vais simplement vous présenter comme on a l'habitude de le faire pour que les personnes qui sont avec nous vous connaissent un petit peu plus. Sandrine, vous êtes maire de Volonne. Vous avez été élue maire de Volonne en 2014 et vice-présidente de la communauté de communes Moyenne-Durance. Vous avez été réélu maire en 2020 à l'issue du premier tour des municipales et vous êtes conseillère départementale sur le canton de Château-Arnoux depuis 2015. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Merci. Merci beaucoup. Julien, donc tu as débuté ta carrière comme haut fonctionnaire au ministère du Développement durable. Tu rejoins en 2012 le cabinet de la présidence de la République où tu es conseiller adjoint sur l'énergie et le logement de François Hollande. Tu deviens ensuite, en 2014, conseiller d'Emmanuel Macron sur l'énergie et l'environnement lorsqu'il était ministre. Et aujourd'hui, tu es membre du comité exécutif Naval Énergie, filiale de l'industriel Naval Group, dédié aux énergies marines renouvelables. Et tu es président de l'association France Énergie Marine. Et puis, tu es aussi formateur pour Tous Politiques sur tous les sujets de transition écologique, des formations qui nous sont beaucoup demandées. Sans transition, on va rentrer dans le vif du sujet avec une introduction et une première question pour poser les bases, comme on a l'habitude de le faire. Julien, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de risques environnementaux auxquels les communes sont confrontées et comment est-ce qu'elles peuvent s'y préparer? Oui, alors bonsoir à tous et je m'excuse pour le fait que la vidéo ne marche pas. Vous n'entendrez que ma voix ce soir, hélas. En termes de risques, les principaux risques, je pense qu'on les a tous en tête, mais c'est bien de les rappeler. Le premier risque qui vient en tête quand on évoque les sujets d'environnement et notamment le changement climatique, c'est les canicules et les sécheresses qui sont associées. Et là-dessus, il y a des cartes et des scénarios de météo France qui sont très frappants sur le fait que ce qui apparaissait comme des canicules extrêmes, notamment la canicule de Paris en début des années 2000, va devenir
devenir quelque chose d'extrêmement courant. Ça veut dire des températures supérieures à 40 degrés pendant plusieurs semaines. En termes de sécheresse, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça aura aussi un impact sur l'enneigement et sur la possibilité de faire certaines cultures. Vous savez tous que, par exemple, les vendanges se ravancent dans le calendrier. On estime, je crois, à moins 40 cm l'enneigement moyen dans les 4-5 décennies qui viennent. Donc ça aussi, c'est un exemple, pas de risque environnemental, mais d'impact environnemental lié aux modifications du climat. Et puis après, il y a des choses qui sont aujourd'hui monnaie courante, comme des feux de forêt dans le sud de la France, qui sont amenés à se généraliser si la hausse des températures se poursuit, qui pourrait toucher une grande moitié de la France à l'horizon de quelques décennies, y compris du coup des régions qui ne nous ont pas du tout préparés à ça. Et puis associé à ça, enfin, avec une dynamique plus lente, mais peut-être plus inexorable, il y a tout ce qui est submersion et érosion marine. Pour prendre un exemple frappant, Palavas-les-Flots et toute cette dune côtière très touristique du côté de Montpellier, l'élévation moyenne, c'est quelques mètres, c'est 2-3 mètres de hauteur, par rapport à des hausses de niveau de la mer qui pourraient atteindre dans une cinquantaine d'années 2 ou 3 mètres. On voit bien que ces territoires-là vont être confrontés à des enjeux qui, sur le très long terme, peuvent être très problématiques. Tout ça sont des exemples de risques environnementaux qui aujourd'hui sont, on va dire, contenus à l'échelle française et qui, avec les défis climatiques et de perte de biodiversité, peuvent s'exacerber et vont s'exacerber dans les décennies qui viennent. Merci beaucoup. Et pour du coup expliquer aussi comment est-ce que les élus peuvent agir, et notamment les élus communaux donc, qui sont nombreux avec nous ce soir, Julien, est-ce que tu peux revenir sur la répartition des compétences concernant les différents volets qui touchent à la transition écologique? Je pense notamment à la gestion des déchets, à la mobilité, l'eau, la voirie et l'urbanisme. Oui, alors c'est toujours un peu, ça peut paraître un peu tentaculaire de savoir comment les compétences aujourd'hui se répartissent entre les différentes strates de collectivités. Alors, moi, j'avais trouvé un graphique qui était assez parlant. Je ne sais pas si tu es en possibilité de l'afficher. Et paradoxalement, c'est pas un fichier qui vient du gouvernement, mais c'est un fichier qui vient des ONG. C'est le tableau, c'est ça, Julien? C'est ça. Et donc, ça essaye de segmenter suivant entre régions et jusqu'à la commune qui est responsable de quoi en matière de compétences liées au climat et à tout ce qui est énergie. Alors, en sachant que tout ce qui est gestion des déchets aujourd'hui, c'est essentiellement de niveau intercommunal via des syndicats mixtes. Donc, c'est pas sur le graphique, mais j'en parle brièvement. Pour l'eau, c'est aussi le cas. En général, maintenant, la compétence eau, elle a été entièrement transférée vers les intercommunalités ou des syndicats plus gros, avec une importante régulation qui vient des agences de l'eau, qui sont des agences suprarégionales. Mais pour revenir sur l'énergie et le climat, donc c'est le schéma que normalement vous devez voir sur vos écrans, ça peut paraître compliqué, mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui est planification générale dans l'énergie et le climat se fait plutôt au niveau régional. Il y a des schémas qui s'appellent les schémas régionaux d'aménagement et de développement durable du territoire. Et ensuite, ces grandes planifications régionales se déclinent sur des actions concrètes de terrain de type rénovation énergétique, plutôt au niveau de la commune et de l'intercommunalité. Donc la commune et les intercommunalités ont un rôle très prégnant à jouer à la fois sur tout ce qui est actions liées à l'énergie. Elles ont un rôle primordial sur tout ce qui est gestion des déchets et gestion de l'eau. Et les transports, pour finir sur ce point-là, est quelque chose de beaucoup plus éclaté entre des routes qui peuvent être communales, mais l'essentiel sont quand même plutôt des routes départementales et toute la mobilité se gère plutôt dans des syndicats et la loi sur la mobilité renforce encore ça, qui sont supracommunales et plutôt régionales, avec des autorités de régulation régionales qui vont être créées un petit peu partout. Voilà, c'est pas évident à résumer. J'espère que le graphique, si vous l'avez pas vu, je pense qu'on on l'enverra très rapidement après la conférence, notamment en guise
en guise de synthèse, je ne comprends pas les soucis techniques ce soir. Je ne veux pas partager mon écran, mais c'était déjà très clair et on remettra le petit schéma ensuite. Sandrine et même Julien, de manière générale, comment est-ce que les élus, et notamment vous, Sandrine, comment est-ce que vous vous êtes emparés du sujet de la transition écologique? On y reviendra tout au long de cette conférence, et notamment par rapport au beau projet d'écoquartier que vous avez mené à Volonne. Comment est-ce que quand on est maire, finalement, alors que la compétence, elle est aussi beaucoup dévolue aux EPCI, quelles actions est-ce qu'on peut mener à son échelle? Alors, donc je vais témoigner sur un village qui est un petit village rural, 1700 habitants, et dans lequel on peut, malgré effectivement ces transferts de compétences, on peut porter une envie, une ambition forte et essayer de la faire vivre. Donc, pour la faire vivre, il y a vraiment beaucoup de champs, puisque en fait, on est quand même gestionnaire d'un certain nombre de bâtiments, d'un espace public qu'on est en mesure d'aménager. On a aussi des équipes qu'il faut sensibiliser, et on a aussi donc des habitants à mobiliser pour être acteurs de la transition écologique. Donc, en fait, des moyens d'agir, on en a. C'est vrai, je rejoins totalement les propos de Julien sur le fait qu'on a perdu un certain nombre de capacités à agir quand les compétences sont remontées au niveau communautaire, notamment pour quand on aménage et qu'il faut effectivement faire des travaux importants sur les bâtiments, sur l'eau. On peut difficilement le faire sans éléments de subvention. Donc, là, il faut travailler sur de la contractualisation à l'échelle communautaire. Néanmoins, à l'échelle des villages, que ce soit sur la question des déchets, la sensibilisation des habitants, l'aménagement des points d'apport volontaires, la mise en place de bennes pour susciter l'apport de déchets végétaux, la mise en place de compost collectif, de jardins partagés. En fait, il y a quand même un grand nombre d'actions qu'on est en mesure de porter. Et en fait, ce qui paraît essentiel en fait dans la transition écologique, c'est que la commune a finalement un rôle assez d'exemplarité et de locomotive parce que la vraie transition, celle qui va vraiment impacter sur la diminution des gaz à effet de serre, sur la désimperméabilisation des sols, etc., ça va être quand même aussi le fait de l'action citoyenne. Donc, on a des façons d'agir qui consistent à insuffler une ambition, former les équipes qui sont communales et emmener finalement les habitants. En jouant, on gère des écoles, donc on a aussi le moyen de travailler avec les équipes pédagogiques qui faire des opérations collectives à travers les temps périscolaires avec les enfants. Enfin, des actions, il y en a vraiment un grand champ, même si quand on touche du très dur comme de la rénovation de bâtiments ou de la désimperméabilisation des sols, évidemment, là, il va falloir travailler de façon partenariale avec d'autres partenaires. Julien, est-ce que tu souhaites ajouter quelques éléments de précision sur ce que vient de dire Sandrine? Oui, moi je rejoins totalement ce que vient de dire Sandrine, c'est-à-dire la commune, elle a un rôle d'exemplarité. Et il y a un certain nombre d'actions qu'elle peut faire elle-même, y compris sur ses propres bâtiments ou sur ses propres agents en matière de commande publique. C'est vraiment des choses qui sont à la main de la collectivité. Si elle peut, par exemple, rénover ses propres bâtiments, avoir une politique de transport, faire venir le plus possible ses agents en transport en commun ou avec des mobilités douces plutôt qu'en voiture. Donc, une forme de plan de déplacement d'entreprise, mais lié à ses propres agents quand elle en a. Tout ce qui est exemplarité en matière d'urbanisme, où la commune est un gros prescripteur quand elle décide qu'un quartier doit être rénové ou qu'un bâtiment doit être construit, elle peut imposer un certain nombre de normes environnementales, en tout cas les suggérer. Sur les déchets, Sandrine en a parlé, mais même s'il y a parfois des syndicats intercommunaux qui gèrent la gestion des déchets, tout le quotidien de dialogue et de formation et de rappel et d'éducation, c'est vraiment du niveau de la commune. C'est également le cas dans ce qu'a dit Sandrine en matière générale d'éducation à l'environnement.
et par des actions de sensibilisation, par des activités extrascolaires, que petit à petit, on ancre ces messages-là. Et ça, c'est vraiment du ressort du maire et de ses équipes. Je pense aussi, je rajoute un tout petit point, c'est sur notre lien au tissu associatif et aux collectifs, des collectifs citoyens qui peuvent se créer sur des sujets. C'est aussi une voie très importante de sensibilisation, en fait, en contractualisant avec ces associations. Par exemple, nous, je sais que il y a des subventions, il y a des soutiens, forums associatifs, et on incite quand on donne les subventions. Notamment, on s'est engagé dans le zéro plastique, à ce qu'ils n'utilisent pas tout ce qui est contenant à usage unique sur leurs manifestations. Il y a vraiment une fois qu'on est dans l'idée de la transition écologique, on peut le multiplier à énormément de niveaux sans voilà se heurter uniquement au fait qu'on a perdu certaines compétences et qu'il y a des gros éléments qu'on ne gère pas comme le transport ou la valorisation du déchet. Alors justement, en termes de valorisation des déchets, Sandrine, donc vous avez réussi dans le projet d'Écoquartier à mener un certain nombre d'actions. Donc quelles sont-elles et comment justement vous avez réussi à dégager ces marges de manœuvre alors que la compétence est désormais dévolue à l'intercommunalité? Voilà, en fait, c'est vrai que dans l'esprit de chacun, ça a été transféré à l'interco, mais il y a un grand nombre d'aspects sur lesquels, aujourd'hui, nous, on avait des conteneurs un petit peu partout et on a multiplié les points d'apport volontaires. Et donc ça, c'est quand même la commune chez nous qui l'investit pour pouvoir faire en sorte que les gens trient plus. On a également mis en place des points compost collectifs. On s'est engagé nous-mêmes dans le tri avec des points de collecte du papier dans tous les services de la commune. On a aussi mis en place une plateforme de broyage de déchets verts avec des campagnes pour les habitants. Donc, il y a vraiment matière Et puis, on a contractualisé avec les bouchons d'amour pour qu'ils collectent les bouchons, mis en place les collectes d'habits avec d'autres associations. Donc, il y a aussi tout un tissu associatif qui sont engagés. On a conventionné avec les Repair Café pour donner une seconde vie aux équipements. Donc, il faut repérer, quand on est branché là-dedans, on repère tous les acteurs et on propose, on leur met à disposition des salles pour qu'ils viennent faire des animations et on arrive comme ça à de vrais beaux résultats. Et derrière, on peut se dire, étant engagé, nous, on appelait ce programme Vologne Zéro Déchet. Et bon, c'est important. Le marketing aussi d'une opération est important pour pouvoir embarquer avec nous l'ensemble des habitants. On reviendra notamment sur cette partie de communication. Maintenant que les choses, en tout cas au niveau des acteurs, sont à peu près posées, en début de mandat, les élus peuvent être amenés à adresser un diagnostic écologique de leur territoire. On a parlé lors de ces conférences des diagnostics financiers, notamment via les audits, des diagnostics également organisationnels, mais il existe aussi le diagnostic écologique du territoire en fonction des projets que les élus souhaitent porter. Julien, est-ce que ce diagnostic est indispensable et quels conseils tu pourrais donner aux élus qui souhaitent en réaliser un? Alors, je pense que ça dépend déjà du niveau de maturité de la commune dans ces sujets-là. Et si une ville comme Vologne où la maire aurait déjà été très active, je pense que le nouvel élu, dans ce cas-là, ne part pas de rien. Mais en général, oui, il faut un diagnostic. Moi, la manière dont je suggère de le faire, c'est d'une part de le faire en lien avec des ONG qui ont l'habitude de le faire, même si il faut les identifier dans un premier temps. Et c'est ensuite de se baser sur une méthode qui sont celles que finalement on pourrait appliquer en entreprise, d'aller vraiment se poser des niveaux de causalité. C'est-à-dire, si on prend un exemple très concret, on se trouve que les rues sont sales et qu'il y a trop de déchets dans la rue et qu'il faut faire quelque chose. La première, faut aller comprendre pourquoi. Donc, ça peut être parce que les gens ils jettent dans la rue parce qu'il n'y a pas de poubelle, par exemple.
Mais il faut comprendre, aller à au moins un second niveau d'explication pour comprendre pourquoi est-ce que les gens n'ont pas de poubelles à disposition. Est-ce que c'est parce qu'elles sont mal placées? Est-ce que c'est parce qu'il n'y en a pas assez? Est-ce que c'est parce que elles sont pas près des centres commerciaux ou des quoi? Et c'est vraiment quand on applique cette méthode qui consiste à aller chercher le deuxième niveau de cause qu'on va pouvoir faire un diagnostic précis et qu'on va pouvoir en déduire des mesures. Le pire pour moi, pour être peut-être pas alarmiste, mais pour vraiment insister dessus, c'est qu'on a trop souvent tendance à confondre une mesure avec un objectif. Et dans ce cas-là, le diagnostic est raté et elle ne va pas être suivi d'effet. Si on dit il faut rénover énergétiquement les bâtiments, ça c'est un objectif, ça n'est pas une mesure. C'est pas quelque chose qui va se réaliser de soi-même. Par contre, subventionner de la rénovation, faire des programmes d'information aux gens sur quelles sont les aides à la rénovation, ça, ce sont des mesures qui vont permettre d'atteindre l'objectif. Et souvent, on a tendance à confondre les deux. Et c'est pour ça qu'une phase de diagnostic permet, à mon sens, de ne pas mélanger ça et de vraiment arriver sur des mesures concrètes qui vont donner des résultats. Sandrine, est-ce que vous avez conduit un tel diagnostic dans votre commune? Et si oui, comment est-ce que vous vous en êtes servi? Oui, en fait, ça rejoint pas mal ce que Julien disait. En fait, nous, la première chose qu'on a faite quand on est arrivé en 2014, c'était de se rapprocher d'une association qui était la FNE, la Fondation nationale pour l'environnement, qui avait en fait élaboré un outil qui s'appelait le baromètre du développement durable. Donc, qui n'est plus, je crois, aujourd'hui pleinement actif. Je crois qu'il est remplacé par un nouvel outil relatif aux ODD, aux objectifs de développement durable, hein, dans une approche plus européenne. Et n'empêche que quand on s'était soumis pour faire un petit peu le check-up de la commune, on a été évidemment sensibilisé sur un certain nombre de points, parce qu'en fait, il posait des questions vraiment tout azimut sur et en fait, ils nous ont ainsi pointé des tas d'actions qui étaient possibles de réaliser pour aller vers la transition écologique. Et ce qui est intéressant, c'est de faire cette évaluation en début de mandat, déjà pour voir où on en est, pour avoir des idées d'action, ensuite prendre le mandat pour les mettre en œuvre, et puis évaluer en fin de mandat, se re-questionner sur les mêmes critères et voir comment on a évolué. En l'occurrence, bon, j'ai plus exactement les éléments en tête, mais il y avait 5 ou 6 domaines, plus social, plus économique, plus sur les politiques achats, etc., et qui nous permettaient, sur la dimension collective des projets, qui nous ont permis de voir qu'on avait quand même progressé. On avait des pourcentages de réussite par item, et de voir qu'on avait quand même bien progressé dans le courant du mandat. C'est important parce qu'en fait, il faut aussi pouvoir communiquer sur les actions qu'on porte pour pouvoir derrière entraîner la dynamique citoyenne avec nous. Et c'est là le vrai objectif. Hein. C'est que la commune fasse, mais surtout que les habitants fassent. Alors justement, Sandrine, pour passer sur votre projet d'écoquartier, pour le détailler un peu plus, donc c'est un projet que vous avez porté lors de votre précédent mandat avec toute votre équipe, qui a comporté 12 volets et un certain nombre d'actions. Est-ce que vous pouvez revenir sur certaines d'entre elles et sur la méthodologie que vous avez suivie, les acteurs mobilisés, et comment cette idée aussi vous est venue finalement? Alors, je vous ai pas tout à fait bien entendu. J'espère que vous m'entendez. Oui. Très bien. Donc j'ai compris que donc sur l'écoquartier, donc au tout départ, ça a démarré en fait par une projection. Hein.
ce qu'on peut dire aussi, c'est que pour se lancer, Julien a évoqué la notion de diagnostic. Dans le diagnostic, c'est important éventuellement de faire une étude, des études prospectives sur la façon dont on souhaite aménager un village. Donc nous, on avait bénéficié de nos prédécesseurs, avaient déjà un peu démarré des études, que ce soit quand ils avaient revu le plan local d'urbanisme à travers le PADD, le plan d'aménagement et de développement durable, et aussi la région avait financé à l'époque une étude qui s'appelait PASS, Programme d'aménagement solidaire, et qui permettait de se projeter, notre village, mais ça peut se faire à l'échelle d'une ville, d'un quartier, dans ce qu'on aimerait qu'il soit à 10 ans. Donc évidemment, quand on se projette comme ça, c'est important d'y intégrer cette transformation écologique, cette transformation numérique, beaucoup. Pour le coup, nous l'ambition, c'était de passer le village dans le 21e siècle. Donc, on y retrouvait tous les enjeux liés à l'environnement, mais aussi au maintien de la vitalité du village, donc avec une dimension humaine et sociologique très forte, et le maintien d'une vitalité qui passe dans les petits villages par la présence de commerces de proximité, la présence d'acteurs de la santé, le maintien des classes ouvertes, parce qu'il y a aussi toujours le risque d'une désaffection des jeunes familles. Donc, c'est très important de poser un projet, de le définir dans ces différents axes, de sorte à ensuite pouvoir effectivement actionner des outils. Et là, en fait, le deuxième point essentiel dans la démarche a été, donc déjà de ne pas avoir peur d'être un peu ambitieux, parce que c'est avec cette ambition qu'on arrive aussi à déplacer les gens, à faire venir des sous, et on en a besoin pour aménager. Et donc, pour convaincre, en fait, avoir vraiment une approche projet, gestion de projet, faire venir les acteurs, les partenaires autour de la table. Pour nous, pour répondre au point de Chloé, c'était l'écoquartier, il y avait 12 items. Bon, je vais vous en citer quelques-uns. Il y avait la création d'une maison de santé, puisqu'on était en zone de dévitalisation médicale. Il y avait la création d'un réseau de chaleur pour alimenter 80% des bâtiments communaux, donc supprimer les chaudières fuel, passer au chauffage au bois. L'extension de la crèche et puis surtout son amélioration thermique et l'accessibilité, puisque c'était pas accessible aux personnes à mobilité réduite, donc un certain nombre d'aspects aussi sociaux essentiels. La création aussi de la désimperméabilisation des sols, création de jardins partagés et jardins pédagogiques, la création d'une cantine, parce qu'on n'avait pas de cantine adapté au fait qu'on voulait proposer des repas. Il n'y avait pas les repas pour l'école maternelle quand on est arrivé, donc on a voulu aussi intégrer ça. Une centrale photovoltaïque citoyenne, la mise en place de bornes de recharge de véhicules électriques. Vous voyez, il y avait de l'écologique, du numérique aussi, la dématérialisation, le passage en tout numérique dans la façon de gérer l'activité du village. J'en oublie. Si, bien sûr, 22 logements sociaux. Et alors, avec du logement social à très haute qualité environnementale. Parce que il faut pas hésiter à vouloir l'excellence. Parce que, en fait, c'est par l'excellence qu'on arrive aussi à convaincre les financeurs de nous accompagner. Et quand on les convainc, ils se mettent autour d'une table, on contractualise, ils mettent des sous en face des projets, et on peut comme ça, pour un prix finalement qui va pas s'avérer, en tout cas pour la collectivité, l'autofinancement va pas s'avérer plus important, mais on aura in fine de la qualité. Et quand on se lance comme ça dans un projet relativement global, on arrive en fait aussi à obtenir des labels. Donc, je voudrais peut-être juste insister sur le fait que se lancer dans ce type d'aménagement à travers une démarche, c'est essentiel. Et pour le coup, la DREAL propose le référentiel écoquartier qui est sans être trop
contraint, puisque en fait, on peut vraiment dessiner son écoquartier. Il donne quand même 20 critères d'évaluation et d'investissement qui sont très, très intéressants à suivre. Et du coup, en fait, quand on rentre aussi dans ce type de démarche, on a avec soi des équipes d'AMO, d'assistants à maîtrise d'ouvrage, qui sont là pour permettre de faire du bien, du beau. Faut pas hésiter à se doter de gens qui savent autour de soi. Et alors aujourd'hui, quels sont les résultats que vous avez pu observer depuis la mise en place de ce projet, aussi bien en termes économiques, social, forcément environnemental, sur Vologne? Alors, d'un point de vue sociologique, enfin social, bon, on a déjà 22, on a fait de la haute qualité environnementale, les 22 logements, on a eu 85 demandes. Donc, c'est pour vous dire que, en fait, quand on fait du bien, du beau, ça convainc, avec des gens qui sont heureux aujourd'hui de vivre, hein, donc il y aura moins de turnover, je pense, dans ces logements sociaux que peut-être dans d'autres. Au niveau, pareil, consolidation de la crèche avec la création de berceaux supplémentaires à la crèche, augmentation du nombre de repas servis pour les écoles. Donc, il y a vraiment des éléments très quantitatifs très clairs, hein, qui viennent de là. Mais et il y a même des externalités positives qu'on n'avait même pas forcément osé espérer, notamment on a des commerces qui reviennent au village, en fait. On a une épicerie bio qui a décidé de s'implanter au village, alors qu'on était plutôt dans une perte, hein, et alors, le plus du plus, c'est la maison de santé. En fait, on avait prévu une maison de santé où tout le monde disait, mais elle est beaucoup trop importante pour un village de 1700 habitants, 440 mètres carrés, 11 cabinets. En fait, dans les 11 cabinets, ils ont réussi, ils sont aujourd'hui 25 professionnels de santé à exercer donc, dans le village. Et on a lancé cette semaine l'extension de la maison de santé. Donc, pour créer 220 mètres carrés supplémentaires, parce qu'en fait, c'est vraiment un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'on envoie du projet, on envoie du beau, du transversal, hein, donc, parce qu'évidemment, la maison de santé, ça s'avère être un bâtiment à très haute qualité environnementale. On visait un label BDM argent, on a obtenu un BDL or, parce que tout le monde s'y est collé, dans un cadre très, très végétalisé, avec la possibilité de venir à vélo, avec une accessibilité très, 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 très recherchée, en proximité, en plus des espaces d'école, de la crèche, donc ça crée une ambiance, hein. Et ben, en fait, voilà, ça fait qu'aujourd'hui, les médecins, en plus, ils sont en train de changer leur façon de travailler et ils découvrent la façon de travailler ensemble. Ils y prennent goût. Ils attirent auprès d'eux d'autres professionnels de santé qui souhaitent s'installer dans ce cadre. Donc, en fait, nous, on est des facilitateurs, les collectivités, pour créer des espaces sympathiques, des espaces bien aménagés, pensés de façon transversale. Et derrière, en fait, ce sont des dynamiques économiques, des dynamiques de professionnels, des dynamiques de citoyens qui s'exercent. Peut-être juste rajouter qu'on avait mis à disposition quelques mètres carrés, pas des choses démesurées, hein. On était quand même à chaque fois dans de la mesure. C'est la taille humaine, c'est à la taille de notre village. Mais on avait proposé des espaces de terrain pour faire des jardins partagés. Des associations s'en sont emparées. Derrière, ils ont mis en place un compost qui devient un compost collectif où tout le monde peut venir, y compris les professionnels de santé. Vous voyez, on est dans une dynamique vraiment, vraiment sympa. Du coup, il y en a qui ont décidé de monter un poulailler, donc collectif. Donc, voilà, ils baptisent les poules. C'est marrant. En tout cas, c'est très plaisant à entendre, de voir qu'il y a aussi pas mal de projets qui en engendrent d'autres et beaucoup de conséquences positives pour le territoire. Julien, il y a
également d'autres initiatives qui fleurissent sur le territoire. Est-ce que tu peux nous en présenter vraiment deux, trois assez rapidement qui sont significatives en matière environnementale en France? Oui, pas de souci, mais d'abord, moi, pour rebondir sur ce que disait Sandrine, je trouve que le terme exact, je pense que les communes sont des révélateurs de l'envie d'écologie à la fois des gens et aussi des acteurs professionnels. Et ce que disait Sandrine est très vrai. La commune commence à montrer l'exemple et a un projet qui matérialise cela, bah ça va inciter d'autres à faire la même chose. Et petit à petit, on révèle des comportements ou des actions que les gens avaient en tête mais ne faisaient pas. Et on peut créer des cercles vertueux comme ça. Peut-être au niveau le projet de territoire là, que Sandrine a présenté est assez exemplaire. Il couvre beaucoup de choses qu'une commune peut faire. Il y a tout ce que j'ai entendu, chaufferie biomasse, installation solaire, des bornes de recharge pour les véhicules électriques, des jardins partagés pour faire rentrer un peu plus de biodiversité et de production locale à l'intérieur des communes. J'ai entendu la démarche zéro déchet vis-à-vis des associations qui sont subventionnées par la commune. Enfin, tout ça, c'est des mesures très concrètes qui peuvent être déclinées partout. Ensuite, ce que disait également Sandrine et qui est très vrai, il y a un aspect marketing, d'encapsulation de tout ça pour en faire un projet qui a du sens. Et c'est là où aujourd'hui, peut-être sur les outils nationaux, il y a quelques outils d'encapsulation qui ont une notoriété assez grande. Il y a les territoires zéro déchet, donc qui aujourd'hui sont un objet marketing bien identifié. Il y a les contrats de transition écologique également. Et puis, il y a ce qu'on appelle Action Cœur de Ville, qui est plus centré sur le centre-ville des villes qui aujourd'hui ont un problème de dépérissement pour notamment tout ce qui est rénovation urbaine et rénovation énergétique. Finalement, ces trois mesures au niveau, donc, qui sont des choses qui sont poussées par le gouvernement, sont en fait des facteurs d'encapsulation pour créer un projet de territoire et ensuite, avec cette encapsulation, pouvoir attirer du financement, créer la motivation et rassembler tout le monde autour d'un même projet. Et c'est finalement ce qui s'est passé à Volonne, peut-être sans utiliser ces outils-là, mais en tout cas, ces outils-là ont cette vocation-là. Et Julien, il y a notamment un outil qu'on peut détailler, sur lequel on peut s'arrêter quelques minutes, et notamment le contrat de transition écologique, qui est un des outils que les communes peuvent mobiliser pour mener à bien leur projet écologique. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, pas de souci. Alors avant, il a eu plusieurs noms. Avant, il s'appelait Territoire à énergie positive pour la croissance verte. Et puis depuis, il a été rebaptisé Contrat de transition écologique, mais l'esprit est le même. C'est autour de la commune, de faire travailler la commune et un ensemble d'autres acteurs pour définir un programme finalement comportant toute une série d'actions en matière écologique, qui peut être très varié, hein, qui peut aller de rénover certains bâtiments, qui peut aller à créer des jardins, faire de l'éducation à l'environnement. Et donc, c'est un travail qui prend de l'ordre de 3 à 6 mois en général, et qui associe les représentants de l'État. Et c'est très important, puisque à la fin, le contrat, il est signé entre la collectivité et les pouvoirs publics nationaux. Et ça va donner à la fois accès à certaines aides, en tout cas faciliter l'accès à certaines aides, typiquement les aides de l'ADEME sur du fonds chaleur ou des choses comme ça. Et puis, ça va après permettre d'avoir finalement un outil de communication qui va permettre de toucher le grand public au niveau local, parce que la force ou aussi la faiblesse de la transition écologique, c'est que c'est avant tout une somme de comportements individuels et d'actions individuelles. Et on a tous envie d'agir, mais on a aussi tous tendance à regarder si le voisin agit avant d'agir. Et vraiment, ces outils-là, au-delà de l'aspect attirer des subventions et permettre après de structurer toute la technique d'ingénierie financière, ils ont aussi cette vocation simplement de communication et de marketing auprès du grand public. Et ça, vraiment, j'insiste là-dessus. Ce qui fait la transition écologique, c'est chacun d'entre nous, et c'est ce qu'on fait au quotidien. Et ça, c'est une dynamique collective qui soit existe, soit n'existe pas, et que quand elle n'existe pas, il faut créer. C'est peut-être ça le plus dur aujourd'hui. Et Sandrine,
Au-delà des actions que vous avez menées, donc c'était une question en plus qui a été posée en début de cette conférence pour donner un peu plus d'indications à nos élus. Quel financement et quelles subventions vous avez mobilisé pour financer le projet d'écoquartier et comment est-ce que finalement vous vous adressez aux bons interlocuteurs? Alors peut-être juste pour rebondir sur les propos de Julien, là, dire typiquement pour emmener les habitants, on disait, hein, ce qu'il faut, c'est embarquer les gens et pour qu'ils derrière eux-mêmes soient des acteurs, portent des projets collectifs. On vient de nous, en fait, il est sorti aujourd'hui. On a fait un livret éco-citoyen dans lequel on rappelle justement tout ce qu'on met en avant sur les donc voilà, donc on a la partie Vologne zéro déchet, sauvons l'eau, les actions climat et énergie, village nature, donc tout ce qui relève de la biodiversité, où on a mis en avant à un moment il faut pas 4G, c'est ce qu'on disait, il faut encapsuler ça pour rendre la démarche cohérente et du coup sentir que tout le monde peut agir. Et dedans on précise que nous on a fait, donc il y a votre commune agit. Votre commune aussi prévoit d'agir parce qu'il y a ce qu'on a fait puis il y a ce qu'on prévoit de faire, hein, même si à chaque fois avec beaucoup d'humilité en disant ce sont des tentatives, des expérimentations, est-ce que ça va se faire ou pas, peut-être oui, et d'ailleurs peut-être avec vous. Et il y a aussi tout ce que vous pouvez faire de façon individuelle et tout ce que vous pouvez faire de façon collective, c'est-à-dire susciter aussi le projet collectif parce que finalement tout ça c'est donc un cercle vertueux. Voilà, donc c'était pour finir sur le côté entraînement, parce que c'est essentiel. Bon, maintenant, ce qui est essentiel aussi, c'est les sous. Et si on n'a pas les sous, il y a quand même des actions un peu concrètes qui transforment le quotidien, qui transforment l'espace public, qu'on ne pourrait pas faire. Et donc nous, sur l'écoquartier, là, sur les 6 années, j'ai dû déposer une quarantaine de dossiers. Nous avons dû déposer, puisqu'on travaille en équipe, hein, une quarantaine de dossiers de subventions pour en obtenir, subventions, partenariats, conventions, délégation de maîtrise d'ouvrage, etc. Pour en obtenir, je crois, 32 qui ont été confirmés, donc plutôt un bon taux de réussite. Donc tout le monde a donné, si je puis dire. Donc on a été sollicité. Alors. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de m'exprimer là-dessus sur plusieurs manifestations du club écoquartier ou de la Banque des Territoires qui a été aussi un partenaire pour expliquer que pour les communes de notre taille, malheureusement, l'ingénierie financière qu'évoquait Julien, notamment à travers un CTE ou un contrat de ruralité ou une opération adaptée à des villes un petit peu plus grandes comme Action Cœur de Ville, nous on bénéficie pas de ce type d'ingénierie, de cadre d'ingénierie. Donc, alors on se l'est fabriqué. Donc j'avais la chance de connaître un petit peu la façon dont fonctionnaient les subventions et donc sans avoir vraiment contractualisé, quelque part, on a vendu quand même notre projet aux différents financeurs en fait, j'ai créé un comité des financeurs. Donc, dès que le projet a été à peu près défini et qu'on y avait mis en fait quelques grandes lignes en termes de budget prévisionnel, j'ai fait venir autour de la table les services de l'État, les services de la région, les services du département. La région étant souvent le relais de l'Europe, hein. Et du coup, on a pu la DGFIP. Alors oui, parce qu'en plus on avait la difficulté d'être une commune qui était quand on est arrivé en réseau d'alerte. Ça veut dire que les finances étaient très fragiles. Il n'y avait pas beaucoup de sous, donc on a mis tout le monde autour de la table en leur disant voilà, on n'a pas de sous, mais on a envie. Et voilà ce qu'on voudrait faire. Et après, en fait, ils ont, eux, réussi à mobiliser au fur et à mesure tout ce qui relève ce qu'on appelle des financements de droit commun pour pouvoir nous accompagner. Et à chaque fois qu'on a déposé des dossiers, finalement, ils nous ont suivis parce qu'ils savaient que le petit morceau qu'on demandait de financer rentrait dans un projet global cohérent.
Et cette cohérence est très recherchée par les financeurs. Donc, n'hésitez pas. Donc, soit ça existe à travers un contrat de ruralité, un CTE ou un contrat, enfin une contractualisation. Nous, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ça s'appelle du CRET quand on contractualise avec la région. Contrat régional d'équilibre territorial. Donc, soit ça rentre dans cette contractualisation, soit vous pouvez vous-même packager votre projet. Donc, normalement, dans les territoires, il y a toujours territoires ruraux, de la dotation d'équilibre, de la DETR de l'État. Il y a des dispositifs du département. En principe, on arrive toujours à obtenir chaque année au moins une ou deux subventions de l'État, de la région et du département. Et donc, il faut les mobiliser. Donc, surtout, construire les dossiers. Pour qu'un dossier soit convaincant, il faut l'inscrire dans un projet global et il faut aussi, le mieux, c'est qu'il s'appuie sur une étude. On parlait tout à l'heure d'un diagnostic. Donc, c'est quand même assez essentiel. Il faut quand même convaincre de la cohérence de ce qu'on est en train de porter. Et parfois aussi répondre aux appels à projets. Donc, voilà. Donc, pour ce qui nous concerne, on a obtenu des fonds FEADER de l'Europe pour financer un peu la maison de santé, un petit peu l'aménagement de la maison de santé, un petit peu la cantine. On avait eu un peu du TEPCV, c'était un peu le précurseur du CTE des mandatures précédentes, donc pour les territoires à énergie positive pour la croissance verte. Beaucoup d'aides de l'État, donc que ce soit la DETR, mais aussi du FNADT. On a eu des fonds de l'ADEME qui nous a aidés à financer sur ce qui relève sur le réseau de chaleur, par exemple. La région a été aussi très partie prenante à travers un grand nombre d'aides. Donc, pour vous dire, en fait, sur les 4 millions d'euros qu'on a investis pour l'écoquartier, on a eu 2 millions d'euros d'aide. Donc, ce qui est quand même un taux de subvention relativement important. Mais en fait, il y a toutes ces aides-là. Il faut aussi savoir susciter du partenariat. Le partenariat pour nous avec le bailleur social a été essentiel et notamment on a fait des grosses économies d'échelle quand on s'est dit comme on va construire en même temps, on va faire un groupement d'achat. Et quand on a consulté évidemment les entreprises avec 18 lots d'entreprises pour faire l'ensemble des bâtiments, c'est-à-dire qu'on n'a pas non plus tout découpé. Donc on a consulté pour les entreprises, on a fait une grosse consultation. Dedans, il y avait tout. Il y avait la maison de santé, des logements sociaux, il y avait le réseau de chaleur, il y avait les aménagements publics. Et quand on consulte comme ça de façon globale et en plus avec un partenaire qui met aussi 2 millions d'euros sur la table, et évidemment, on a eu à la fin des additions, le montant des s'il te plaît. Les montants, excusez-moi, les montants des entreprises étaient moins importants que ce qu'on avait budgété au départ, et ça, c'est aussi très, très, très intéressant. Parce que j'ai entendu un certain nombre d'acronymes, mais ça peut faire peur d'entendre tous ces acronymes. Alors, quand un élu, il a des ressources limitées en termes humains et en termes financiers. Et peut-être le message que je peux passer là-dessus, c'est qu'il y a énormément d'argent à aller chasser. Et il faut faire le choix, quand on est un nouvel élu, de mobiliser ses ressources internes sur le sujet de transition écologique. Ça, je pense que c'est le premier signal qu'il faut donner pour un nouvel élu qui s'intéresse à ces sujets-là. Il faut qu'il décide d'allouer les ressources qu'il peut avoir dans ses équipes directes ou dans ses collaborateurs fonctionnaires, de dire, regardez ces sujets-là, dialoguer avec les ONG qui sont autour de vous pour comprendre les outils de subvention, parce qu'en général, les ONG les connaissent bien. Et ça veut dire faire un choix de ne pas regarder d'autres choses. Effectivement, on n'a pas des moyens infinis. Donc, pour moi, l'engagement politique, il est là. C'est de dire, je vais mobiliser mes forces vives sur ces sujets-là dès le début. Et c'est comme ça que j'arriverai à chasser et à structurer les choses. Merci à tous les deux. Je vous propose que l'on passe aux questions.
aux questions de nos participants qui sont avec nous, et notamment une première question pour vous, Sandrine. Donc, à Vologne, les gens étaient-ils demandeurs de l'écoquartier au départ, ou est-ce que c'était une forte initiative que vous avez menée qui a fini par rassembler autour de vous? Alors, c'est une bonne question. En fait, non, moi, je n'avais pas vendu au projet un écoquartier parce que déjà, quand on est arrivé, je savais pas, je connaissais pas forcément les écoquartiers. Ce que je savais, c'est qu'on voulait aménager, qu'on voulait revitaliser. Donc après, je dirais que l'écoquartier, c'est le fameux terme enveloppe qui permet d'intégrer un grand nombre d'éléments dedans et qui package en fait. Hein. Mais donc on n'avait pas forcément vendu ça, et je dois dire que c'est plutôt quelque chose quand on l'a présenté et qu'on a présenté son ambition qui a plutôt fait peur hein, aux habitants. Et du coup, il a fallu convaincre. Et je dirais qu'il y a un autre aspect qui est essentiel, c'est qu'on a travaillé le sujet dans une approche de concertation. C'est-à-dire que tout au long, on a réuni les habitants pour leur expliquer où on allait, ce qu'on faisait. Et on les a, en fait, il y a même eu des réunions qui étaient participatives où en fait on proposait, on faisait on animait avec des personnes qui sont rompues à l'exercice, hein, qui étaient dans la maîtrise d'œuvre, des tables où les personnes se retrouvaient autour d'une table, commentaient les projets. On leur disait voilà, on envisage de faire un reste de chaleur, voilà ce qu'il fait. Si vous avez des idées, on envisage de faire la maison de santé, voilà, on crée comme ça des temps d'échange qui ont permis en fait aux habitants de s'approprier le projet et quelque part aussi d'en être un petit peu les acteurs, puisque il y avait aussi des temps participatifs. On a fait des visites de chantier, donc beaucoup de pédagogie. Alors c'est assez chronophage, mais je dirais que pour moi, oser aller exposer les projets et inviter les habitants à participer, ça prend du temps, mais c'est essentiel. Et au final, le temps, on le gagne dans le fait qu'il y a moins d'opposition. Les gens se sentent moins, ils comprennent mieux les choses. Ils comprennent mieux ce qu'on propose et du coup l'acceptent mieux. Merci beaucoup. Il y a une question également à propos des agriculteurs. Comment est-ce qu'on travaille avec eux? Comment est-ce qu'on embarque aussi les agriculteurs qu'on n'a finalement pas évoqués dans cette première partie de conférence? Comment est-ce qu'on les embarque dans un projet écologique, compte tenu en plus du cadre réglementaire et légal qui parfois s'impose et qui parfois pourrait être plutôt des obstacles. Julien, Sandrine, comment est-ce que on peut remédier à ça? Alors, j'ai pas la solution miracle, et n'étant pas élu local d'un territoire rural, je suis pas forcément le mieux placé pour rentrer dans la manière de dialoguer concrètement avec les agriculteurs. Moi, ce que je note, et c'est pour ça, je pense qu'on leur fait un mauvais procès, qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, l'agriculture, dans bien des cas, c'est une activité industrielle à faible marge. Des gens qui, donc industriels, parce que c'est des gens qui gèrent des actifs qui sont quand même assez gros, des machines, des champs qui sont exploités vraiment de manière industrielle et qui dégagent des revenus qui sont faibles. Et donc, on est typiquement dans le genre d'industrie qui va mettre du temps avant de changer parce qu'ils ont leurs difficultés et leur temporalité propre. Je ne crois pas du tout au message punitif de « il faut que vous changiez ». Ça, je pense que ça a montré que ça ne marchait pas. Promouvoir les bons exemples, ça, c'est quelque chose qu'une mairie peut faire. S'il y a un maraîcher bio qui s'installe ou qui veut s'installer, s'il y a des circuits courts qui peuvent être montés pour rapprocher la production de la consommation, c'est des petites actions vertueuses qui vont permettre petit à petit d'implanter des bons gestes. Je ne crois pas du tout à l'opposition qui consisterait à dire qu'il faut arrêter d'épandre des pesticides à moins de X mètres des habitations, et qu'un maire s'embarque sur des discussions comme ça. Je pense que c'est vite assez compliqué. Je pense que je le verrais plutôt sur le mode positif sur s'il est possible de les aider, soit via des subventions, soit via des
Circuit court, je pense que c'est des gestes qu'un maire peut faire. Désamorcer les conflits, s'il y a des riverains qui se plaignent et qu'il y a des conflits entre riverains et agriculteurs. Après, le reste, il y a de l'exemplarité dans les cantines avec le bio ou des choses comme ça qui sont indirectement quelque chose qui vont pousser vers de l'agriculture plus raisonnable, mais à l'échelle nationale. Voilà, il faut savoir prendre le temps et se dire que c'est sans doute un des secteurs industriels qui va mettre le plus de temps avant de changer ses pratiques. Sandrine, est-ce que vous avez travaillé notamment avec les agriculteurs? Ouais, je suis vraiment très en phase avec le propos de Julien parce que c'est exactement la démarche dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire plutôt, donc nous, on est une commune rurale très agricole, donc avec du maraîchage, avec de l'élevage, avec des vergers et un peu de céréales aussi. Et du coup, et puis bon, pas avec des pratiques bio ou très peu. Un petit peu en maraîchage, bon. Et du coup, donc la première chose, c'est effectivement de connaître les gens, de se parler et d'essayer de comprendre. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été à leur rencontre et puis on a dans le bulletin municipal, on parle aussi de leur activité, de ce qu'ils font pour les faire connaître, des démarches qu'ils font, parfois un peu voilà plus raisonnées et donc pour les encourager. On est aussi, on a organisé des temps de débat avec des personnes qui sont porteurs d'autres façons de cultiver, donc plutôt dans une démarche d'échange. Nous, quand même, la commune, j'ai parlé tout à l'heure d'exemplarité, on s'est engagé dans une démarche qui s'appelle zéro pesticide en zone non agricole. Donc, c'est aussi quand même un message fort qu'on envoie en disant, nous, en tout cas, sur les espaces que nous gérons, et en l'occurrence, nous, la commune, il y a un certain nombre quand même d'espaces publics qui sont gérés. On a pas mal d'espaces verts. On a 640 hectares de forêt quand même, donc c'est pas rien non plus dans une approche avec un programme d'aménagement durable de la forêt. Donc, en fait, déjà sur les espaces que nous gérons, nous essayons de porter des façons les plus propres possibles. On expérimente aussi tout ce qu'on appelle la gestion différenciée des espaces verts. Donc, où on change la façon de tailler, on ne trompe pas systématiquement toutes les pelouses, toutes les bords de route. On le fait de façon étudiée. Et tout ça, en fait, c'est autant de messages qu'on envoie. Et quand effectivement on a un maraîcher bio qui décide de s'installer à Bologne, on envoie un message fort pour dire en circuit court, on va aussi vendre des produits de l'agriculture durable ou de l'agriculture bio. Donc, et plus, en fait, on fait la promotion aussi de programmes alimentaires territoriaux qui font qu'on essaye d'approvisionner les cantines centrales, cantines de collège, avec des produits locaux et bio. Donc, en fait, c'est exactement une démarche incitative qui était proposée par Julien, qu'on met en œuvre. Et puis, il faut savoir quand même que les nouvelles générations, alors on a fait toute une démarche pour mettre un coup de projecteur sur tous les enfants d'agriculteurs qui reprennent l'exploitation de leurs parents pour déjà que les habitants les connaissent. Et je pense que eux aussi, quand les habitants vont leur dire, voilà, vous nous vendez de la viande, nous, on aimerait bien qu'elle soit peut-être dans une approche plus écologique, ça va aussi les inciter. Donc, on est plutôt dans cette démarche incitative. Et la dernière étape, là, c'est qu'on est en train de voir pour conventionner avec la SAFER, qui a un rôle important à jouer dans la gestion des espaces des espaces agricoles et pour les maintien en espaces agricoles, pour voir comment on peut
développer sur les terres communales un certain nombre d'hectares qui pourraient être mis à disposition d'agriculteurs, évidemment. Et si nous, on maîtrise le foncier, on peut maîtriser le cahier des charges d'installation et on peut comme ça aussi inciter à une agriculture plus durable. Merci, merci beaucoup à tous les deux. La conférence étant déjà très longue, je vous propose, mais passionnante au demeurant. Je vous propose qu'on s'arrête là. Les questions qui n'ont pas été prises, on y répondra dans la mesure du possible, sans aucun problème. On prendra vos questions et puis on vous enverra un petit récapitulatif ou d'ici la fin de la semaine ou en début de semaine prochaine. Sandrine, Julien, merci beaucoup à tous les deux. On pourrait parler de ça pendant des heures tant le sujet est vaste et nous passionne tous et nous concerne tous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un sujet largement inclusif et qui doit concerner tous les citoyens. J'en profite également pour vous dire qu'un parcours de formation a été créé par Tous Politiques dédié à la transition écologique, donc pour les élus qui souhaitent monter en compétence sur cette thématique-là, prendre des sujets, vraiment s'investir pendant son mandat et aller porter la voix sur la transition écologique. Vous êtes largement les bienvenus dans ce parcours dans lequel vous pouvez candidater. Philippine va vous mettre le lien dans le chat si jamais vous souhaitez vous inscrire à ce parcours. Quant à moi, je vous remercie pour l'ensemble de ces conférences. C'était la dernière conférence aujourd'hui avant la pause estivale. On reviendra forcément à la rentrée, d'abord sur ce format-là et puis sans doute sur un autre format ensuite. Donc merci beaucoup à tous les deux, Sandrine et Julien. Vous avez fait la dernière avec nous et c'était un plaisir. Vraiment, merci beaucoup. Ben, merci Chloé, merci Sandrine, merci à tous. À bientôt. Et je vous souhaite un très bel été. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup. Un grand merci à vous. Au revoir. Et plein de belles démarches partout dans vos villages.